Voilà, donc merci à Jean-Marc d'avoir mis le pied à l'étrier, puisque c'est Jean-Marc qui m'a soufflé, qui a soufflé l'idée de cette conférence, sur lequel j'ai rebondi avec plaisir, parce qu'effectivement, mon domaine de prédilection n'est pas à proprement parler la littérature, mais Houellebecq n'est pas loin de la philosophie, et je commence tout de suite par ouvrir une page d'un volume, d'un petit recueil qui est très nécessaire pour tous ceux qui souhaitent connaître Houellebecq un peu en profondeur, qui est le recueil Rester vivant de 97, et qui est tout à fait singulier. Je vais vous en lire quelques extraits. Et regardez, j'ai extrait cette page-là qui va m'intéresser un peu. Alors ça ne va pas tout de suite partir en rigolade, je vous le dis. Il y aura de la rigolade, mais pas commencer par là. C'est toujours chez les poètes qu'une philosophie neuve trouvera ses lecteurs les plus sérieux, les plus attentifs et féconds. De même, seuls certains philosophes seront capables de discerner, de mettre au jour et d'utiliser les vérités cachées dans la poésie. Alors voilà, j'ai extrait simplement ça. Voilà le programme. Seuls certains philosophes seront capables de discerner, de mettre au jour, d'utiliser les vérités cachées dans la poésie. Donc l'enjeu de ce soir, c'est de discerner, de mettre au jour, d'utiliser les vérités cachées dans la poésie, qui est la poésie de Houellebecq, et aussi son œuvre romanesque. Et il dit plus haut que le poète est le lecteur sérieux, attentif et fécond de la philosophie. Alors, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a chez Houellebecq un grand respect pour la philosophie. On peut dire que c'est un lecteur attentif, on peut dire surtout que c'est un lecteur fécond. Je crois vraiment que la fécondité de son œuvre tient en bonne partie au fait qu'il prend la philosophie au sérieux. Alors, il y a plusieurs choses à dire. La plus fondamentale sur cette affaire, c'est que la littérature et la philosophie poursuivent strictement la même fin. Ce qui les distingue, c'est la manière dont elles poursuivent cette même fin. C'est-à-dire que la littérature va utiliser les voies de la narration, du récit, alors que la philosophie ne se lance pas là-dedans, elle va déployer des concepts, chercher à établir des démonstrations. Mais rigoureusement, philosophie et littérature poursuivent, en tout cas dans l'esprit de Houellebecq, absolument les mêmes buts. Bon. Alors, évidemment, la question c'est quel est le but ? Et la réponse est simple. Le but et de la littérature et de la philosophie, c'est la vérité. Et c'est vraiment l'objectif, l'enjeu de toute l'œuvre de Houellebecq. Il le dit de façon on ne peut plus claire dans le volume Rester vivant. Je vous cite 2-3 passages. Alors, Rester vivant, j'ai introduit un tout petit peu à ce volume, c'est un tout petit texte, hein. C'est pas très long. C'est entre le discours de la méthode de Descartes et Lettre à un jeune poète de Rilke. C'est-à-dire que Houellebecq va exposer ses principes de création, et il le fait sous une forme fictivement épistolaire, puisqu'en réalité, il ne s'adresse pas comme Rilke à un jeune poète, mais il fait comme s'il s'adressait à un jeune poète. Bon. Et voilà donc ce qu'il dit à ce jeune poète fictif, hein, et c'est une œuvre, il est déjà entré dans la littérature, il a déjà publié un ouvrage important, Extension du domaine de la lutte, donc à bien des égards, il théorise ce qui est déjà sa propre pratique. Bien. Et regardez ce qu'il dit, pour ce qui vous concerne, c'est-à-dire vous qui
vous lancez dans la carrière de poète, dites simplement la vérité, dites tout simplement la vérité, ni plus ni moins. Autre extrait, la vérité est scandaleuse, mais sans elle, il n'y a rien qui vaille. Une vision honnête et naïve du monde est déjà un chef-d'œuvre. Toute l'ambition de Houellebecq, la seule ambition de Houellebecq, c'est de produire une vision honnête et naïve du monde. Et c'est exactement ce que cherche aussi à faire l'un des personnages de Houellebecq importants, qui est Gède Martin, dans La Carte et le Territoire, qui est un peintre. Et c'est tout à fait la pratique picturale de Gède Martin, c'est-à-dire être simple et direct. Je vous cite un tout petit passage de La Carte et le Territoire. Dans ses titres, comme dans sa peinture elle-même, Martin est toujours simple et direct. Il décrit le monde, ne s'autorisant que rarement une notation poétique. Celui qui parle et qui dit ça, dans La Carte et le Territoire, qui dit que la peinture de Gède Martin est simple et directe, et qu'il ne s'autorise que rarement des notations poétiques, c'est un personnage qui est à l'intérieur de La Carte et le Territoire, qui est Michel Houellebecq lui-même, puisque dans La Carte et le Territoire, pour ceux qui l'ont lu, vous êtes familiers de ça, Michel Houellebecq est un des personnages. Bon. Et dans La Carte et le Territoire, Michel Houellebecq produit un commentaire de l'œuvre picturale de Gède Martin, et voilà ce qu'il dit, l'œuvre est toujours simple et directe. Bon. C'est très fondamental de voir cette unité de vue, même si, attention, les chemins doivent être absolument parallèles. Jamais la philosophie ne doit rentrer dans la case de la littérature, et inversement, le littéraire, ou le poète, le romancier, jamais ne doit s'aventurer dans la philosophie. C'est ce qu'il dit toujours dans Rester vivant, respectez les philosophes, ne les imitez pas. Bon. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre enfin, on l'a dit, la forme, c'est pas la même forme. Bon. Mais il y a une grande différence quand même entre le philosophe et le romancier, c'est qu'il n'est pas si difficile d'être philosophe, ou du moins la philosophie ne permet pas n'interdit pas, pardon, de mener une vie à peu près normale. Bon. Mais ce n'est pas le cas du poète pour Houellebecq. Il faut en payer le prix. Il est très difficile d'être poète, d'être romancier. La seule règle est d'épouser au mieux que l'on peut la souffrance. Je vous lis Rester vivant. La première démarche poétique consiste à remonter à l'origine, à savoir à la souffrance. Les modalités de la souffrance sont importantes, elles ne sont pas essentielles. Toute souffrance est bonne, toute souffrance est utile, toute souffrance porte ses fruits. Alors ça distingue le philosophe, qui d'une certaine façon n'a pas besoin de souffrir, du romancier, qui lui adopte le point de vue de la souffrance. Et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir et l'occasion de clarifier. Parler, penser, écrire du point de vue de la souffrance. Alors, je reprends le texte sur les philosophes. Là, respectez les philosophes, ne les imitez pas. Votre voie, malheureusement, est ailleurs. Elle est indissociable de la névrose. L'expérience poétique et l'expérience névrotique sont deux chemins qui se croisent, s'entrecroisent, et finissent le plus souvent par se confondre. Ceci par dissolution du filon poétique dans le flot sanglant de la névrose. Mais vous n'avez pas le choix. Il n'y a pas d'autre chemin. Autrement dit, pour celui qui veut faire œuvre de créateur, et je crois plutôt pour celui qui s'est reconnu créateur, qui s'est reconnu poète, il n'y a pas de choix, il n'y a pas le choix, il faut se tenir dans cette souffrance. Alors, on peut évidemment trouver des consolations. Alors, je vous en lis une, elle ne surprendra personne, enfin pas ceux qui ont l'habitude du personnage de Houellebecq, que je connais assez peu. Je me suis concentré sur ses œuvres, je connais peu le personnage, mais enfin, je connais quand même ce que tout le monde en connaît. Alors, deux citations. Je vais avoir du mal ce soir à résister au fait de vous lire beaucoup Houellebecq, mais je crains de traîner trop. Bon, je vais essayer de tenir les deux tentations, pas en lire trop, parce qu'on va y passer la nuit, et quand même vous faire profiter de cette œuvre
que j'admire. Alors voilà ce qu'il dit au poète, ne négligez rien de ce qui peut vous procurer une parcelle d'équilibre. De toute façon, le bonheur n'est pas pour vous. Cela est décidé et depuis fort longtemps. Mais si vous pouvez attraper un de ces simulacres, faites-le, sans hésiter. De toute façon, ça ne durera pas. Autre citation, je vais vous en faire 2 coups sur coup. C'est toujours d'en rester vivant. En pratique, on ira au-devant de difficultés importantes, sensation de perdre son temps, de ne pas être à sa place, de ne pas être estimé à sa vraie valeur. Tout deviendra vite insoutenable. L'alcool sera difficile à éviter. En fin de compte, l'amertume et l'aigreur sont au bout du chemin, vite suivies par l'apathie et la stérilité créatrice complète. Ne pas oublier les psychiatres, qui disposent de la faculté de donner des arrêts de travail. Par contre, le séjour prolongé en hôpital psychiatrique est à proscrire, trop destructeur. On l'utilisera qu'en dernier ressort, comme ultime alternative à la clochardisation. Pour finir, ce petit manuel de survie pour ceux qui souhaitent s'engager, qui se trouvent engagés dans la vocation poétique. De manière générale, vous serez brinque-ballé entre l'amertume et l'angoisse. Dans les 2 cas, l'alcool vous aidera. L'essentiel est d'obtenir ces quelques moments de rémission qui permettront la réalisation de votre œuvre. Ils seront brefs. Esforcez-vous de les saisir. N'ayez pas peur du bonheur. Il n'existe pas. Voilà ce qu'il faut savoir pour entrer en poésie lorsque on a les idées et la pratique poétique de Houellebecq. Alors, pour étoffer un peu sur ces rapports entre Houellebecq et la philosophie, j'ai dit l'essentiel, c'est vraiment la communauté de but. Bon, et le but très simple qui est la vérité, c'est-à-dire Houellebecq n'est pas quelqu'un qui vous promet une exaltation poétique ou de passer un bon moment. Il promet une vision naïve et honnête du monde. Point trait. Il y a quelques passages à connotation poétique assez beaux, mais ce ne sont pas les plus fréquents. C'est pas du tout ce que cherche Houellebecq. Il ne cherche pas du tout à intensifier votre vie par la pratique de l'art. C'est pas du tout son truc. Bon. Alors, des rapports entre philosophie et Houellebecq, il faut quand même dire que c'est quelqu'un, je crois que c'est assez important, qui s'inscrit dans une filiation. C'est quelqu'un qui adopte, et ce n'est pas si fréquent que ça dans la vie intellectuelle, qui adopte un philosophe, une philosophie, et qui l'adopte de façon assez nette, précise. Pas quelqu'un qui se pose trop de questions. Il a trouvé chaussure à son pied, je pense, assez tôt, assez jeune, dans la philosophie précisément d'Auguste Comte, qui est une philosophie pour ingénieurs. Et il se sent à l'aise là-dedans. Alors Auguste Comte, on le retrouve de temps en temps dans l'œuvre. Il y a quelques allusions dans les particules élémentaires. Il y a dans Plateforme, le personnage de Plateforme, tout en voyageant, lit Auguste Comte. C'est vraiment sa référence centrale. Et je pense que d'avoir des idées claires, assez simple peut-être, mais clair, donne à Houellebecq très tôt une espèce d'ossature intellectuelle qui lui permet très vite d'avoir des choses à dire, et de façon nette. Bon. Il y a d'autres références, alors évidemment tout le monde pense à Schopenhauer, puisqu'il a consacré un essai à Schopenhauer, minuscule, Nietzsche aussi, mais enfin vraiment, c'est pas tellement cassé la tête, si j'ose dire, avec des études de philosophie. Il lui a semblé que Comte disait ce qu'il fallait dire, et il en est resté là. Bien. Alors, une fois qu'on a établi le but, c'est-à-dire on s'est dit, on veut, comme dit Peggy, dire bêtement la vérité bête et platement la vérité plate, comment on s'y prend? C'est-à-dire quelle est au fond la méthode de Houellebecq? Alors, il l'expose très vite dans les particules élémentaires, puisque vous avez un texte qui le dit. Alors, je peux le signaler avant de le lire, on peut le lire.
on procède par affinage. J'allais dire par abstraction. Par abstraction, c'est peut-être faux. Mais en tout cas, on est dans la fiction et on procède par coupe, par abstraction, si on pense abstraction au sens où on détache, enfin on sépare. Donc vous prenez un personnage de la vie contemporaine, vous enlevez absolument tout ce qui traîne, tout ce qui est sans nécessité, tout le gras, vous obtenez une espèce d'épure. Cette épure, c'est ce que la philosophie appellerait une essence. Et vous obtenez, j'allais dire, l'essence de l'homme contemporain, qui se trouve être, on pourra le dire, l'individu réduit à l'état d'individu. L'individu qui n'est que pur individu, la pure individualité. Et cette essence de l'homme contemporain, elle est parmi nous. C'est-à-dire tous les personnages de Houellebecq sont présents. Ils sont avec nous, le narrateur, François, Michel, Bruno. Alors ce sont des personnages qui sont de l'ordre de la fiction, mais la fiction va nous donner, elle seule, enfin par ses moyens à elle, parce qu'il y a la philosophie, mais par ses moyens à elle, j'allais dire la structure intelligible de notre époque. Alors, c'est des personnages qu'on peut juger peu ragoûtants. C'est vrai que parfois on peut le juger, parfois on peut le penser, mais c'est pas si certain. Et en tout cas, ils sont toujours sauvés par leur lucidité. Et ils restent dans cette quête de vision naïve et honnête. Bon, en cela, ils sont les bons porte-parole de Houellebecq. Donc on est dans une œuvre assez pratique d'accès finalement, parce que très épurée. Très peu de personnages, des personnages dont on a vite fait le portrait psychologique. Alors évidemment, ça prend place dans des univers, je dirais qu'il y a deux romans purs qui sont vraiment fondamentaux. Extension du domaine de la lutte d'abord, et puis les particules élémentaires qui est vraiment... il n'y a que des chefs-d'œuvre chez Houellebecq, mais peut-être son texte le plus méthodologiquement le plus pur, puisqu'ensuite il y a quand même un appui sur des univers, l'univers de l'art, l'univers du tourisme. Bien, je vous lis quand même le texte, oui. Je vous lis le texte parce que ça vaut le coup, et puis sans ça vous n'allez pas me croire. Mon propos n'est pas de vous enchanter par de subtiles notations psychologiques. Je n'ambitionne pas de vous arracher des applaudissements par ma finesse et mon humour. Il est des auteurs qui font servir leur talent à la description délicate de différents états d'âme, traits de caractère. On ne me comptera pas parmi ceux-là. Toute cette accumulation de détails réalise censée camper des personnages nettement différenciés, mais toujours apparus, je m'excuse de le dire, comme pure foutaise. Pour atteindre le but, autrement philosophique, que je me propose, il me faudra, au contraire, élaguer, simplifier, détruire un par un une foule de détails, qui serait d'ailleurs aidé par le simple jeu du mouvement historique. Sous nos yeux, le monde s'uniformise, les moyens de télécommunication progressent, l'intérieur des appartements s'enrichit de nouveaux équipements, les relations humaines deviennent progressivement impossibles, ce qui réduit d'autant la quantité d'anecdotes dont se compose une vie. Voilà on pourrait dire, le discours de la méthode du romancier Houellebecq. Alors on force le trait, évident. Les personnages sont des personnages de fiction, on ne les rencontre pas dans la rue, mais pas trop. Enfin, voilà. La réalité se charge elle-même, d'après Houellebecq, de forcer le trait. Et donc on n'a pas besoin d'en faire des tonnes, juste d'éliminer, de simplifier. Bien, alors, je vous propose un parcours dans l'œuvre de Houellebecq en 3 points. Métaphysique d'abord, anthropologie ensuite et politique pour finir. Bon. Je commence par la métaphysique, parce qu'elle donne le ton au reste. Et pour entrer dans la métaphysique avec Houellebecq, je me sers d'un petit vers de Houellebecq
tout à fait important, tout à fait fondamental, d'une œuvre, c'est la seule œuvre qui n'est pas sur la table, parce que c'est la seule œuvre que j'ai pas eu le temps, enfin j'ai pas pris le temps de la relire, qui est La possibilité du Nil. Je vous donne ce vers extraordinaire et tout l'univers de Houellebecq se donne à découvrir par ce vers. J'ai nettement vu Dieu en son inexistence, dans son néant précieux, et j'ai saisi ma chance. Ceux qui sont familiers de l'œuvre de Houellebecq n'ignorent pas que la question de Dieu est une question qui est récurrente. Bon. Tous les personnages de Houellebecq ont des interrogations religieuses. Voilà le point de vue par lequel Houellebecq saisit notre monde. Le monde, notre monde, est le monde déserté, le monde où Dieu est absent. Il faut le voir il faut voir le monde dans le point de vue, enfin sous le point de vue de l'absentement de Dieu, sous le point de vue de Dieu qui s'absente. Et Houellebecq garde fermement cet absentement. Là où il est formidablement fort, et que son œuvre est, à mon avis, tout à fait exceptionnelle, c'est de se tenir de la manière la plus rigoureuse qui soit dans cet absentement, c'est-à-dire de ne jamais mettre quoi que ce soit d'autre à la place de Dieu. Il tient la garde de la place vide, de sorte que le monde se donne à voir comme un désert, on creusera ce que c'est qu'un désert. Il y a parfois, enfin j'en ai trouvé deux, même une, des éléments qui pourraient donner à penser qu'il y a comme une espèce de nostalgie d'un monde plein. Et on verra aussi ce que ça peut vouloir dire. Je vous en donne une. Peut-être parce que c'est dans la poésie, alors il est assez complexe d'éplucher toute la poésie de Houellebecq. Et dans ce texte, Houellebecq dit quelque chose qui est tout à fait central dans son œuvre, c'est que dans ce désert, l'homme vit mal. C'est que l'espèce humaine n'est pas adaptée à ce désert et qu'il faudrait, et c'est tout le projet scientifique, si j'ose dire, des particules élémentaires à la fin, changer d'espèce. Il faudrait autre chose que l'homme pour vivre dans ce désert, parce que ce désert n'est pas tenable. Bon. Il est vrai que ce monde où nous respirons mal n'inspire plus en nous qu'un dégoût manifeste, une envie de s'enfuir sans demander son reste, et nous ne lisons plus les titres du journal. C'est là où il y a un accent nostalgique qui vient. Nous voulons retourner dans l'ancienne demeure, où nos pères ont vécu sous l'aile d'un archange. Nous voulons retrouver cette morale étrange, qui sanctifiait la vie jusqu'à la dernière heure. Nous voulons quelque chose comme une fidélité, comme un enlacement de douce dépendance, quelque chose qui dépasse et contienne l'existence. Nous ne pouvons plus vivre loin de l'éternité. Le monde est un désert et il ne fait pas bon vivre dans ce désert, mais qu'est-ce qu'un désert? Et qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel l'absent, sature tout de sa présence? C'est un monde dans lequel il n'y a plus de signes. C'est un monde dans lequel il n'y a plus de signes. C'est-à-dire que c'est un monde insignifiant, mais au sens vraiment littéral du terme. Insignifiant, sans signe. Le signe, c'est ce qui renvoie à quelque chose. Le signe fait signe. C'est une opération de renvoi. Je suis devant un signe, j'attends la signification du signe. Bon. Eh bien, dans le monde de Houellebecq se donne à voir comme un monde absolument sans signe. C'est une poésie qui ne peut absolument pas dire, comme disait Hugo, tout parle dans l'infini, tout dit quelque chose à quelqu'un. C'est quelqu'un qui ne pourrait pas dire, comme le fait Baudelaire, la nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois surgir de confuses paroles. Non, le monde est muet,
Le monde est un bloc de ciment, il n'y a pas de signe. Et il y a davantage, c'est-à-dire que le signe est écœurant, il est insupportable. La lecture de signes est insupportable, et la fabrication de signes est insupportable, la lecture de signes est insupportable, le signe lui-même devient intolérable. Alors, il y a une magnifique page, j'ouvre des pages magnifiques, quand elles sont belles, je les prends dans le texte, je les ai toutes recopiées. Mais comme elles sont très bien, puis elles ont même droit à signer. Là, c'est vraiment qu'elles sont super. Bon, mais c'est pas celle-ci. Voilà, c'est l'autre. L'autre a droit à signer aussi, elle doit être bien. Alors c'est une page qui est, c'est une page qu'on trouve dans la carte et le territoire. Alors le personnage principal de la carte et le territoire, Gênes Martin, revient où il va, peu importe. En tout cas, il est en voiture, il va voir le personnage, enfin Michel Houellebecq, donc le personnage, un des personnages du roman. Et regardez ce passage somptuosissime. Donc il est en voiture. Allumant France Inter, il tomba sur une émission qui décortiquait l'actualité culturelle de la semaine. Les chroniqueurs s'esclaffaient bruyamment, leur glapissement convenu et leur rire étaient d'une vulgarité insoutenable. France Musique diffusait un opéra italien dont le brio ronflant et factice l'agaça rapidement. Il coupa l'autoradio. Il n'avait jamais aimé la musique et apparemment l'aimait moins que jamais. Il se demanda fugitivement ce qui l'avait conduit à se lancer dans une représentation artistique du monde. Gênes Martin est un artiste. Ou même à penser qu'une représentation artistique du monde était possible. Le monde était tout sauf un sujet d'émotion artistique. Le monde se présentait absolument comme un dispositif rationnel, dénué de magie comme d'intérêt particulier. Il passa sur Autoroute FM, qui se limitait à délivrer des informations concrètes. Il y avait eu des accidents à la hauteur de Fontainebleau et de Nemours. Les ralentissements se poursuivraient probablement jusqu'à Paris. Alors, on a 3 stations. La première station, France Inter, c'est la station des spécialistes du sens, des interpréteurs, enfin des interprètes professionnels. Qu'est-ce qui se passe? Bon, où ça en est? Dis-moi ce que tu en penses. On est dans le signe, on est dans la lecture de signes, dans l'interprétation du signe. Bon. Insupportable, on zappe, c'est insupportable. Alors évidemment, bon, c'est une émission dans laquelle on s'esclaffe, parce que dans l'interprétation de signes, on peut jouer sur les interprétations, jouer de l'absurdité. Bon. Et puis il y a un jeu des égos dans cette bataille d'interprètes, si j'ose dire. On passe sur France Musique. Alors France Musique, voilà, l'opéra italien, on est saturé de signification. L'opéra porte le monde... la signification du monde à sa quintessence, donc voilà, l'amour, la mort, le destin, insupportable. On arrive sur Autoroute FM. Et Autoroute FM, des informations strictes. Voilà. Ni représentation, ni signification juste de l'information. Voilà. Il y avait eu des accidents à la hauteur de Fontainebleau et de Nemours. C'est tout ce qu'on peut supporter dans un monde sans signe, parce que le signe qui renvoie à rien est totalement insupportable. Alors, ce monde déserté, c'est un monde voilà, insignifiant, et Houellebecq fait, dans sa poésie, dans son œuvre aussi, le pari de l'insignifiance. Au milieu des fours à micro-ondes, le destin des consommateurs s'établit à chaque seconde. Il n'y a pas de risque d'erreur. Sur mon agenda de demain, j'avais inscrit liquide vaisselle. Je suis pourtant un être humain, promotion sur les sacs poubelles. Voilà un peu la poésie de Houellebecq. Bon. Et dans cette poésie, on a affaire à des marchandises et puis à des consommateurs. C'est à peu près tout ce qui reste, des objets et des gens pour les consommer. Bon. Voilà, alors ça c'est l'univers, enfin disons c'est le soubassement métaphysique de l'univers de Houellebecq. On peut passer directement, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on l'a à peu près saisi,
à l'anthropologie. C'est-à-dire, anthropologie c'est un grand mot, mais dans ce monde désert, dans ce monde déserté, dans ce monde insignifiant, des personnages existent, cheminent. Bon, alors, qui sont-ils? Comment vivent-ils? Bon. Alors, on va faire un premier portrait rapide de tous les personnages de Houellebecq, puisqu'ils sont tous à peu près coulés dans le même moule. Ce sont des personnages qui sont très seuls, enfin, une solitude réelle des personnages de Houellebecq. Il y a quelques personnages féminins. Enfin, il y en a d'ailleurs à chaque roman, mais soit ces personnages féminins partent, c'est le cas de Myriam par exemple dans Soumission, alors Soumission, le personnage c'est François, bon. Dans les particules élémentaires, vous avez une certaine Christine qui est avec Bruno, mais Christine meurt. Donc voilà, soit elle part, soit elle meurt. Dans Soumission, Myriam part en disant j'ai rencontré quelqu'un. Et c'est très marrant, quelqu'un en question se demande si lui n'était pas quelqu'un. François se dit, bah, bon, tiens, moi, est-ce que je ne suis pas quelqu'un aussi? Dans Extension du domaine de la lutte, alors là, pas de personnage féminin, et dans Plateforme, le personnage féminin le plus étoffé, Valérie, finit par mourir sur la fin. Donc, ce sont des personnages voilà, qui se retrouvent seuls. Les histoires d'amour n'ont pas pu avoir lieu, ça s'est mal passé, ça s'est pas connecté comme il aurait fallu. Ils n'ont pas de rapport avec leurs parents, ou très peu. Il y a quelques exceptions, notamment dans La carte et le territoire, avec le père. Mais souvent, ils arrivent après les funérailles. Ils n'ont même pas été prévenus des funérailles, ou ils ont appris les funérailles 3 semaines après. Bon. Ils n'ont pas d'enfants, il n'y a qu'une seule exception à ça, c'est dans les particules élémentaires, Bruno, qui a un enfant, Victor, bon, mais ça ne donne pas grand-chose. Donc c'est des personnages totalement flottants, qui sont inscrits ni en amont ni en aval, dans aucune sorte de filiation. On peut dire d'eux, c'est une bonne définition, la définition que donnait Taine de l'individu selon Rousseau, sont des orphelins qui meurent célibataires. Mais sauf que ce sont des orphelins très particuliers, parce que des orphelins qui ont encore leurs parents. Avant que les parents finissent par décéder dans les romans, mais donc des orphelins qui meurent célibataires. Totale absence d'inscription dans quelque filiation que ce soit, en amont ou en aval. Alors, ces personnages sont le produit d'un événement tout à fait central qui intéresse Houellebecq dans tous ses romans, surtout dans les particules élémentaires. Ces personnages sont le produit de ce qu'il appelle, ou ce qu'on peut appeler la libération des mœurs. C'est-à-dire que les parents de ces enfants, eh bien, ont voulu vivre leur vie. Et ils ont donc confié leurs enfants à leurs grands-parents, aux grands-parents, sans s'occuper de leur éducation. Alors c'est le cas d'un personnage très important qui est Janine, qui apparaît dans les particules élémentaires. Janine est sans doute celle qui passe pour la mère de Houellebecq. Et Janine confie ses 2 enfants, nés en 56 et 58, aux grands-parents respectifs. Je vous lis le petit passage. Les 2 époux formaient, donc c'est Janine et en l'occurrence là c'est Serge Clément, mais peu importe, les 2 époux formaient alors ce qu'on devait appeler par la suite un couple moderne. Et c'est plutôt par inadvertance que Janine tomba enceinte de son mari. Elle décida cependant de garder l'enfant. La maternité, pensait-elle, était une de ces expériences qu'une femme doit vivre. La grossesse fut d'ailleurs une période plutôt agréable, et Bruno naquit en mars 1956. Les soins fastidieux que réclame l'élevage d'un enfant parurent vite au couple peu compatibles avec leur idéal de liberté personnelle. Et c'est d'un commun accord que Bruno fut expédié
en 1958 chez les grands-parents maternels à Alger. Voilà, alors là, vous avez vraiment la décision centrale hein, de ces personnages qui se défaussent de l'éducation de leurs enfants et qui, d'un certain point de vue, les abandonnent. D'où la double lecture possible que fait Houellebecq de l'émancipation des mœurs, de la libération sexuelle. Vous avez une lecture sociologique assez froide et factuelle. Houellebecq fait volontiers une espèce de sociologie journalistique. Et puis, vous avez aussi l'adoption du point de vue de la victime. Et dans l'œuvre, les choses enfin les deux points de vue s'enchevêtrent. Le point de vue d'un observateur, j'allais dire, voilà, neutre, hein, et puis le point de vue de celui qui a été victime de cette dite émancipation. Alors je vous lis les deux points de vue coup sur coup pour vous montrer la manière dont Houellebecq procède. Le milieu des années 70, alors Houellebecq fait tout un développement sur les années 70, puisqu'il voit vraiment l'origine du personnage houellebecquien. C'est un personnage qui a été construit par une société particulière, qui est la société occidentale de la fin du XXe siècle. Il n'est pas tombé de la lune, ce personnage. Bon. Le milieu des années 70 fut marqué en France par le succès de scandales comme Terre, Phantom of the Paradise, Orange Mécanique et Les Valseuses. Trois films extrêmement différents dont le succès commun devait cependant établir la pertinence commerciale d'une culture jeune, essentiellement basée sur le sexe et la violence, qui ne devait cesser de gagner des parts de marché au cours des décennies ultérieures. Les trentenaires enrichis des années 60 se retrouvèrent pour leur part pleinement dans Emmanuel, sorti en 1974, proposant une occupation du temps, des lieux exotiques et des fantasmes. Le film était à lui seul, au sein d'une culture restée profondément judéo-chrétienne, un manifeste pour l'entrée dans la civilisation des loisirs. Plus généralement, le mouvement favorable à la libération des mœurs connut en 1974 d'importants succès. Le 20 mars ouvrit à Paris le premier club Vita Top qui devait jouer un rôle de pionnier dans le domaine de la forme physique ou du culte du corps. Le 5 juillet fut adoptée la loi sur la majorité civique à 18 ans, le 11 celle du divorce par consentement mutuel, l'adultère disparut du code pénal, enfin le 28 novembre la loi Veil autorisant l'avortement fut adoptée grâce à l'appui de la gauche à l'issue d'un débat houleux qualifié d'historique par la plupart des commentaires. Vous voyez le ton très journalistique, neutre que adopte Houellebecq pour faire part de cette immense révolution qui est à l'origine de l'œuvre romanesque de Houellebecq elle-même, parce que tous les personnages sont issus de cette révolution. Et voilà comment on peut prendre cette révolution du point de vue de ceux qui ont été abandonnés par ceux qui ont voulu vivre leur vie, et ça donne ça, dans Rester vivant, c'est repris dans les particules élémentaires. Henri a 1 an, il gît à terre, ses couches sont souillées, il hurle. Sa mère passe et repasse en claquant des talons dans la pièce d'allée, cherchant son soutien-gorge et sa jupe. Elle est pressée d'aller à un rendez-vous du soir. Cette petite chose couverte de merde qui s'agite sur le carrelage l'exaspère. Elle se met à crier, elle aussi. Henri hurle de plus belle, puis elle sort. Henri est bien parti dans sa carrière de poète. Voilà. Henri est bien parti dans sa carrière de poète. C'est-à-dire que Henri est né poète de cet abandon et de ce hurlement. Et donc je crois que l'effort romanesque de Houellebecq, qui est un effort qui est vraiment à contre-courant très radicalement, c'est de lire ce qui se donne comme le bien, c'est-à-dire la libération et la liberté, du point de vue de ceux qui ont été, voilà, du point de vue de la victime, du point de vue de celui qui n'en a pas bénéficié. Bon. Ce qui fait dire parfois à Houellebecq que la liberté elle-même est l'autre nom du mal.
C'est ce que Christine, qui est la compagne provisoire de Bruno, dans les Particules élémentaires, dit. Mes comptes parents appartenaient à ce milieu libertaire, vaguement beatnik, dans les années 50, qui fréquentait également ta mère. Il est même possible qu'ils se connaissent. Mais je n'ai aucune envie de le savoir. Je méprise ces gens. Je peux même dire que je les hais. Ils représentent le mal. Ils ont produit le mal. Et je suis bien placé pour en parler. Voilà. Alors, cette identification que fait Houellebecq du mal et de la liberté, entendez par liberté ici le sujet qui se pose lui-même d'une certaine façon comme le bien, ou la liberté qui se pose elle-même comme le bien, c'est aussi ce que dit Houellebecq toujours dans Rester vivant, et c'est un conseil qu'il donne aux poètes: vous devez haïr la liberté de toute votre force. De toute votre force. Le passage le plus, qu'on dira excessif, mais est-il excessif de ce point de vue-là, est donné juste après le texte des Particules élémentaires que j'ai lu, là. C'est Bruno qui parle, pour qualifier tous ces acteurs de l'émancipation, de la liberté, de la libération, et donc pour qualifier tous les descendants de Janine, hein, puisque Janine est le personnage précurseur, le personnage originaire qui a généré tous ces enfants d'une certaine façon. Tous ces gens sont les descendants de Janine. Bon. Alors voilà ce que dit Bruno, hypothèse que l'on aura bien du mal à envisager aujourd'hui sérieusement, mais peut-être il le faudrait. Ils étaient en fait, donc tous ces gens, les beatniks des années 50, comme leur maître, le marquis de Sade, des matérialistes absolus, des jouisseurs à la recherche de sensations nerveuses de plus en plus violentes. Après avoir épuisé les jouissances sexuelles, il était normal que les individus libérés des contraintes morales ordinaires se tournent vers les jouissances plus larges de la cruauté. 2 siècles auparavant, Sade avait suivi un parcours analogue. En ce sens, les serial killers des années 90 étaient les enfants naturels des hippies des années 60. On pouvait trouver leur ancêtre commun chez les actionnistes viennois des années 50. Actionnistes viennois, beatniks, hippies et tueurs en série se rejoignent en ce qu'ils étaient des libertaires intégraux, qu'ils prônaient l'affirmation intégrale des droits de l'individu face à toutes les normes sociales, à toutes les hypocrisies que constituaient, selon eux, la morale, le sentiment, la justice et la pitié. C'est la page la plus forte sur cette affaire, qui est de prendre vraiment les choses à l'envers, c'est-à-dire d'identifier ce qui est pour nous le nom du bien comme le mal. En réalité, voilà, puisque il nous est bien difficile de penser la libération et la liberté autrement que sous les figures du bien. Et il arrive à Houellebecq de dire que c'est strictement le mal dont il est question ici. Bien. En tout cas, ces personnages qui sont issus de cette volonté de Janine de vivre sa vie ont bien du mal à surmonter la déliaison. Ils sont véritablement des particules élémentaires, flottants, dans une grande solitude. Il y a quelques passages assez beaux, j'en ai retenu un. Sur la solitude, et puis je vous donnerai un peu de poésie aussi. Passage très amusant en plus de ça, comme souvent. Alors, il faut pas que je me perde. Non, c'est là, pardon. Alors, Eugène Martin se rend à une exposition dans laquelle il a exposé quelque chose. Le Martin du vernissage, il se rendit compte, c'est le début de la carrière d'Eugène Martin. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout galéré, comme on dit, en tant qu'artiste, il a très vite eu du succès. Le matin du vernissage, il se rendit compte qu'il n'avait pas prononcé une parole depuis presque un mois, à part le nom qu'il répétait tous les jours à la caissière, rarement la même, il est vrai, qui lui demandait s'il avait la carte Club Casino.
Mais il se dirigea cependant à l'heure dite vers la rue Boissy d'Anglas. Il y avait peut-être 100 personnes, enfin il n'avait jamais su évaluer ce genre de choses. Les invités en tout cas se chiffraient par dizaines. Il y eut d'abord un mouvement d'inquiétude en constatant qu'il n'en reconnaissait aucun. Il craignit un instant de s'être trompé de jour ou d'exposition, mais son tirage photo était bien là, accroché à un mur du fond correctement éclairé. Après s'être servi un verre de whisky, il fit plusieurs fois le tour de la salle, suivant une trajectoire ellipsoïdale, feignant plus ou moins d'être absorbé dans ses réflexions, alors que son cerveau ne parvenait à formuler aucune pensée, hormis quand même la surprise de ce que l'image de ses anciens camarades est complètement disparue de sa mémoire, effacée, radicalement effacée, s'en était à se demander s'il appartenait au genre humain. Et ce genre d'interrogation que vous trouvez assez régulièrement dans l'œuvre de Houellebecq, s'en était à se demander s'il appartenait au genre humain. Il aurait reconnu, alors ça se termine de manière extrêmement belle, et ça fait penser aux méditations métaphysiques, il y a quand même un truc dont on est certain. Il aurait reconnu Geneviève au moins, oui, il était certain qu'il aurait reconnu son ancienne amante, c'était une certitude à laquelle il pouvait se raccrocher. Dans les méditations métaphysiques, Descartes cherche un truc auquel se raccrocher. Là, il y a quelque chose quand même auquel il peut se raccrocher. Si elle était là, je l'aurais reconnu. Voilà. Donc, extrême solitude, le flou également de ces personnages. Les bons connaisseurs de Houellebecq remarquent que la modalité du flou est très souvent présente. Les personnages font une sorte de geste. Sont pris dans une espèce de flou. C'est ce qu'il appelle, c'est ce que parfois il appelle la vie absente. Je dis ça poétiquement. Aussi, génération souffrante, tassée comme des puces d'eau, essaie de compter pour zéro les capteurs de la vie absente. Et tout échoue sans trop de drame. La nuit va bien recouvrir tout. Voilà, donc les personnages de Houellebecq sont héritiers de cette révolution et ils ont bien du mal à sortir d'une espèce de faille ontologique. Presque impossible de surmonter cette déliaison originelle. Bien, alors, passons au dernier point, la politique. Bon, et on va rentrer dans l'analyse du texte plutôt de soumission. Que faire dans ce marasme? Alors, individuellement, il faut se trouver une île. Hein. Vous savez que chez Houellebecq, tous les personnages de Houellebecq vont essayer de se trouver une espèce de havre de paix. Alors, soit c'est un hôpital psychiatrique, soit c'est un séjour prolongé en Thaïlande. Mais ce sont des personnages qui ont besoin d'amour, ça ils le reconnaissent de façon très claire, mais en même temps ils sont dans l'incapacité de comprendre même comment cela serait possible. Bon. Et donc il faut s'intéresser à ces personnages qui sont pris dans une espèce d'impasse qui se termine sur un espèce de havre de paix où on se tient à l'abri. Du point de vue politique directement, en réalité, il n'y a pas de politique possible puisque la société a disparu. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une politique possible, il faudrait qu'il y ait quelque chose comme une société. Il faudrait qu'il y ait quelque chose comme un collectif. Or, ce collectif n'est pas là. Et donc, la conclusion, c'est que ce qui nous sauverait, et c'est vraiment la thèse de soumission, ce qui nous sauverait, c'est une religion. Reprenons sous un courant d'air frais. C'est bon, ouais. Il revient. Il n'y a pas de politique possible. Oh, merci. Il n'y a pas de politique possible parce qu'il n'y a plus de société.
Et donc il n'y a plus de collectif. Alors, à quoi est due cette disparition du collectif? À la multiplication des Janines, si j'ose dire. C'est parce que nous vivons sous le règne des Janines voilà, que ce collectif est rendu difficile. En tout cas, il n'y a pas d'espoir, aucun espoir qu'une politique quelconque refasse du lien. La seule chose qui pourrait refaire du lien, c'est la religion. Et c'est bien la thèse, très exactement, d'Auguste Comte, puisque Auguste Comte est quelqu'un qui dit nos sociétés sont en proie à une anarchie spirituelle terrible, plus personne n'est d'accord, il n'y a plus d'unité, et la seule unité réelle serait l'unité produite par une religion. Alors, la religion dont nous disposons en France, le catholicisme, est complètement discréditée, compromise. Les personnages de Houellebecq vivent toujours des expériences de semi-proximité avec quelque chose qu'on pourrait nommer comme une expérience religieuse, mais ça ne va pas plus loin. Alors, le catholicisme est compromis, je ne vais pas le lire parce que j'ai peur de vous embêter, mais au chapitre 12 de la deuxième partie, des particules élémentaires, vous trouvez, c'est un excellent chapitre, où vous trouvez les raisons pour lesquelles le catholicisme n'imprime plus. Et c'est assez drôle, c'est la description du baptême et du mariage aussi, du mariage et du baptême de Bruno. Et vous avez, je vous laisserai le lire, le prêtre qui tente un sermon magnifique, et c'est les gens qui sont dans la salle qui ne parviennent plus à imprimer. C'est-à-dire que ça marche du point de vue d'une analyse de Comte, on pourrait dire ça marche du point de vue de l'affectivité, ça impressionne les gens. Bruno se dit quand même ça a de la gueule ce baptême, mais comme ça ne peut plus être reçu dans l'intelligence, ça n'imprime pas. Et de ce fait-là, mais je crois que je suis en train de céder à la tentation de vous le lire. Bah oui, je cède. Deux passages, mais je peux peut-être me contenter d'un. Oh. Victor est né en décembre. Je me souviens de son baptême à l'église Saint-Michel. C'était bouleversant. Les baptisés deviennent des pierres vivantes pour l'édification d'un édifice spirituel, pour un sacerdoce saint, dit le prêtre. Et c'est tout à fait ce dont on a besoin, c'est-à-dire devenir des pierres d'un édifice. C'est ça, la société telle que Houellebecq la voit est une société de particules élémentaires. Ce qu'il nous faut absolument, c'est refaire un édifice. Alors, l'Église catholique est forte là-dedans, puisqu'elle se pense elle-même comme un édifice composé de pierres vivantes. Bon. Victor était rouge. Alors, Victor, c'est l'enfant de Bruno. Victor était rouge et tout fripé, dans sa petite robe de dentelle blanche. C'est un baptême collectif, comme dans l'Église primitive. Le baptême incorpore à l'Église, dit le prêtre. Il fait de nous des membres du corps du Christ. Anne le tenait dans ses bras. Il faisait 4 kilos. Il était très sage. Il n'a pas du tout crié. Dès lors, dit le prêtre, ne sommes-nous pas membres les uns des autres? C'est regarder entre parents. Il y a eu comme un doute. Voilà. Donc, c'est vraiment un passage excellent, parce que c'est vraiment la question politique que pose l'œuvre de Houellebecq, et pas que l'œuvre de Houellebecq, c'est comment on va refaire du lien, si on veut. Mais il n'y a pas de solution du point de vue politique. Et bon, la religion qui peut faire le lien, elle est discréditée. Alors ça, c'est l'idée de Comte, hein, c'est que la science a balayé toute possibilité d'une prise au sérieux des dogmes de la religion catholique. Donc du coup, le personnage de Bruno se dit quand même, ça impressionne, enfin, mais ça ne change pas sa vie. Et vous allez voir,
Comment ça ne change pas sa vie? C'est-à-dire que la religion, c'est le dogme qui infuse l'intelligence et qui va jusqu'à l'action. Comment dire, ça concerne l'être humain dans sa totalité. Si on vous demande de croire à quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre, il y a une violence faite à votre nature. Et c'est la raison pour laquelle Comte refuse le catholicisme, c'est qu'il dit c'est très beau, c'est formidable, c'est absolument génial, mais en même temps, l'intelligence ne peut pas consentir. Et dans la mesure où l'intelligence ne peut pas consentir, c'est une négation, une violence faite à la nature humaine. Il faudra, ça sera la tâche de Comte, changer de religion et prendre une autre religion. Et regardez comment Houellebecq décrit cette manière qu'a le catholicisme d'impressionner, mais de s'arrêter à l'impression, c'est-à-dire s'arrêter à l'affectif, s'arrêter à ce que Kierkegaard appellerait le stade esthétique. On est dans le stade esthétique, c'est le cas d'ailleurs de Soumission aussi, c'est le cas de Bruno dans les particules élémentaires, mais on n'entre pas dans le côté moral et encore moins dans le côté religieux. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout les catégories de péché, de faute sont totalement absents. Les personnages ne se pensent jamais eux-mêmes par l'intermédiaire de ces catégories-là. Donc ils ne rentrent pas dans le stade moral et ils n'accèdent encore moins au stade proprement religieux d'une relation avec un Dieu. Et alors voilà comment Houellebecq dit ça. Puis le prêtre, c'est la suite, hein, puis le prêtre a versé l'eau baptismale par 3 fois sur la tête de mon fils. Il l'a ensuite oint du Saint-Crème. Cette huile parfumée, consacrée par l'évêque, symbolisait le don de l'Esprit Saint, dit le prêtre. Il s'adressa alors directement à lui. « Victor, dit le prêtre, tu es maintenant devenu un chrétien. Par cette onction de l'Esprit Saint, tu es incorporé au Christ. » Incorporé, tout le problème de l'incorporation. Tu participes désormais de sa mission prophétique, sacerdotale et royale. Ça m'a tellement impressionné, c'est Bruno qui parle, que je me suis inscrit au groupe Foi et Vie qui se réunissait tous les mercredis. Il y avait une jeune Coréenne, très jolie. J'ai tout de suite eu envie de la sauter. Ça passe pas, le stade esthétique. Pas du tout. Ça en reste au stade, au stade de la bonne impression, mais ça ne change pas la vie. Il nous faudrait une religion sérieuse, qui change réellement la vie. Alors, la religion sérieuse qui peut changer la vie, ça ne sera pas non plus le catholicisme ça ne sera pas non plus la religion de l'humanité de Comte. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Comte, mais il faut au moins savoir que Comte, c'est quelqu'un qui a produit de toutes pièces une religion qui se voulait la remplaçante du catholicisme. Bon. Et il est à peu près le seul à avoir cru à la possibilité de produire une religion à partir de lui-même, à partir de ses propres forces. Évidemment, Houellebecq, c'est la religion de l'humanité. Alors, ce n'est pas une religion tout à fait idiote, c'est un peu notre religion à nous. Hein. C'est la religion du musée, du patrimoine. Bon, c'est l'humanité qui se rend en procession, adorer l'humanité. C'est-à-dire, on voit une Vierge Marie, mais on ne voit pas la Vierge Marie, on voit un Raphaël. Bon, ça, la religion de l'humanité. C'est un peu la religion qui nous reste, même si peut-être qu'elle s'effrite un peu. Mais cette religion de l'humanité, Houellebecq, évidemment, n'y croit pas du tout. De sorte que, en réalité, il n'y a rien à faire. Bien, il n'y a rien à faire si ce n'est se trouver un petit coin tranquille pour finir sa vie. Alors, tout de même, la pensée, entre guillemets, disons les idées politiques de Houellebecq sont souvent condensées dans l'expression d'un antilibéralisme. Et je voudrais me consacrer un petit peu à cela. Puisqu'il est vrai que Houellebecq écrit dans Le sens du combat, donc en 1996, un texte qui est une espèce de manifeste assez étonnant sous sa plume d'un anti-libéralisme. Alors, il faut essayer de
de comprendre ce que veut dire cet antilibéralisme. Il est connu la plupart du temps dans les critiques que l'on qualifie de gauche, c'est-à-dire l'idée que le libéralisme économique produit des effets de casse sociale, on insiste sur les inégalités, sur la destruction de richesses et sur la difficulté qu'ont les gens à vivre économiquement dans ce système. Alors, il arrive à Houellebecq de reprendre à son compte ces critiques. Il se fait parfois le porte-parole de cet antilibéralisme d'obédience socialo-marxiste, un peu, mais de manière discrète. La plupart du temps, c'est plutôt un accommodement assez doux avec ce qu'il appelle les lois du marché, c'est-à-dire ce qu'on appelle les lois du marché, l'idée que la France s'en tirera finalement pas si mal dans ce jeu de la globalisation, mondialisation, qu'on n'est pas si mal lotis. Les parents de Valérie dans Valérie, c'est dans quoi? Dans Plateforme, oui, ont une exploitation porcine en Bretagne. Ils sont évidemment non concurrentiels, c'est la catastrophe, mais ils se lancent dans l'industrie de loisirs et finalement, c'est pas si mal. Donc, c'est plutôt une acceptation douce de ce point de vue-là du monde libéral dans sa version économique. Par contre, ce qu'il reproche au libéralisme, c'est cette incapacité qu'il a à lier les êtres humains, puisqu'il les isole les uns des autres, les inscrit dans une situation de rivalité et de guerre perpétuelle. Et il ne croit pas du tout en la possibilité que quelque société que ce soit puisse avoir pour principe les principes libéraux. Alors il y a une thèse qui est connue dans l'extension du domaine de la lutte, parce que le titre dit la thèse, l'extension du domaine de la lutte, c'est que les objets de la lutte se sont étendus. Nous étions en lutte pour obtenir des places honorables dans la société, et donc il est question d'argent et de responsabilité. L'extension du domaine de la lutte décrit l'inscription de la sexualité dans la lutte elle-même. Bon. Et donc la thèse du livre est résumée à la page 100, que je peux vous lire si vous avez encore un peu de patience. Et là, Houellebecq adopte des positions qu'on peut qualifier d'antilibérales, si on veut, oui. Plutôt par défaut, c'est-à-dire le libéralisme est dans une incapacité à produire la société que pourtant il promet produire. Bon. Décidément, me disais-je, dans nos sociétés, alors ça c'est le narrateur qui parle, le sexe représente bel et bien un second système de différenciation tout à fait indépendant de l'argent. Et il se comporte comme un système de différenciation au moins aussi impitoyable. Les effets de ces deux systèmes sont d'ailleurs strictement équivalents. Tout comme le libéralisme économique sans frein, et pour des raisons analogues, le libéralisme sexuel produit des phénomènes de paupérisation absolue. Certains font l'amour tous les jours, d'autres 5 ou 6 fois dans leur vie, ou jamais. Certains font l'amour avec des dizaines de femmes, d'autres avec aucune. Vous savez que ce problème va être résolu dans Soumission. Dans Soumission. Parce que dans Soumission, il y a une marieuse qui va s'occuper d'attribuer à chaque homme le nombre de femmes. Mais les professeurs sont bien traités, c'est rassurant. Tout comme le libéralisme économique sans frein et pour des raisons analogues, le libéralisme sexuel produit des phénomènes de paupérisation absolue. Je l'ai lu, certains font l'amour tous les jours. Bon, voilà. C'est ce qu'on appelle la loi du marché. Dans un système économique où le licenciement est prohibé, chacun réussit plus ou moins à trouver sa place. Dans un système sexuel où l'adultère est prohibé, chacun réussit plus ou moins à trouver son compagnon de lit. En système économique parfaitement libéral, certains accumulent des fortunes considérables, d'autres croupissent dans le chômage et la misère. En système sexuel parfaitement libéral, certains ont une vie érotique variée et excitante, d'autres sont réduits à la solitude. Le libéralisme économique, c'est l'extension du domaine de la lutte. Son extension à tous les âges de la vie et à toutes les classes de la société.
De même, le libéralisme sexuel, c'est l'extension du domaine de la lutte, son extension à tous les âges de la vie et à toutes les classes de la société. Sur le plan économique, Raphaël Tisserand, qui est un des personnages du livre, appartient au camp des vainqueurs. Sur le plan sexuel, à celui des vaincus. Certains gagnent sur les deux tableaux, d'autres perdent sur les deux. Le trouble et l'agitation sont considérables. Alors c'est le même geste, hein, c'est le même geste, c'est-à-dire qu'il s'agit de décrire ce monde de la liberté du point de vue de ceux qui ne parviennent pas à trouver leur place. Et vous avez la description pathétique de ce Raphaël Tisserand qui ne parvient absolument pas du tout à trouver sa place dans ce système sexuel libéral. Alors, on pourrait évidemment, il faut se faire l'avocat de cette émancipation et de cette liberté, et se dire au fond, finalement, certes, nous avons affaire à des individus, nous avons affaire à des particules élémentaires, mais enfin, au moins, on gagne quelque chose, on est détaché, émancipé, libre, on sort de la tribu. Houellebecq ne le dit jamais, c'est-à-dire que, au fond, cette émancipation est toujours un isolement, est toujours une solitude, et elle ne fait que livrer l'individu à ses pulsions fondamentales. Il y a une page magnifique. Houellebecq dit dans Rester vivant, le poète est celui qui accède à des vérités morales définitives. Vous allez voir l'accès à des vérités morales définitives. Il dit un truc plus aucun curé n'oserait dire. Vous allez voir. Houellebecq est moraliste. Du point de vue amoureux, Véronique. Alors, je ne sais pas, dans le livre, je ne me rappelle plus exactement qui est cette Véronique, mais je crois que c'est un personnage qu'ils viennent de croiser, et le narrateur en parle comme s'il la connaissait. Bon. Page d'un moralisme extrême, qui est vraiment passé de mode, enfin, disons que Houellebecq est seul sur ce créneau-là. Du point de vue amoureux, Véronique appartenait, comme nous tous, à une génération sacrifiée. Elle avait certainement été capable d'amour. Elle aurait souhaité en être encore capable. Je lui rends ce témoignage, mais cela n'était plus possible. Phénomène rare, artificiel et tardif. L'amour ne peut s'épanouir que dans des conditions mentales spéciales, rarement réunies en tout point, opposées à la liberté de mœurs qui caractérise l'époque moderne. Véronique avait connu trop de discothèques et d'amants. Un tel mode de vie appauvrit l'être humain, lui infligeant des dommages parfois graves et toujours irréversibles. L'amour comme innocence et comme capacité d'illusion, comme aptitude à résumer l'ensemble de l'autre sexe à un seul être aimé, résiste rarement à une année de vagabondage sexuel, jamais à deux. J'adore ce « jamais à deux », c'est l'accès à des vérités morales définitives, comme il dit. Jamais à deux. En réalité, les expériences sexuelles successives accumulées au cours de l'adolescence minent et détruisent rapidement toute possibilité de projection d'ordre sentimental et romanesque. Progressivement, et en fait assez vite, on devient aussi capable d'amour qu'un vieux torchon. Et on mène ensuite, évidemment, une vie torchon. En vieillissant, on devient moins séduisant, et de ce fait, on jalouse les jeunes, et de ce fait, on les hait. Cette haine condamnée à rester inavouable s'envenime, et devient de plus en plus ardente, puis elle s'amortit et s'éteint, comme tout s'éteint. Il ne reste plus que l'amertume et le dégoût, la maladie et l'attente de la mort. Voilà. Donc il n'y a pas grand-chose à attendre de cette émancipation, de cet isolement, si ce n'est des individus livrés à leur pulsion et qui deviennent très très rapidement incapables d'entrer en relation, d'entrer dans quelque corps que ce soit. Bon, voilà. Et en plus de ça, donc ce libéralisme qui n'a pas les moyens de faire société, qui pourtant ne voit pas ce défaut ou cette défaillance, ce libéralisme qui... ce qui est très fascinant dans la critique que fait Houellebecq du libéralisme, même si c'est pas lui qui le dit le plus nettement, ça, mais c'est que ce libéralisme
prospère sur ceux qui font profession de le critiquer. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire que le libéralisme prospère par tous ceux qui, au nom d'un antilibéralisme qu'on ne comprend pas très bien, passent leur temps à critiquer tous les corps, finalement, toutes les institutions, que ce soit l'institution de l'armée, de l'Église, de la famille. En grande partie, la gauche spécialise dans une critique de l'armée, de l'Église, de la famille. Et toutes ces institutions qui défendraient l'individu d'une espèce d'isolement émancipateur, mais qui serait destructeur, finalement, voilà. C'est ces institutions qui sont critiquées, et c'est pourtant ces institutions qui interdiraient à l'individu d'être livré en pâture et de devenir les petits déorniers. Alors, en plus de tout ça, c'est pas fini, en plus de tout ça, le libéralisme, dans son système économique, ne veut pas notre bien. Et il nous interdit même de mener la vie tranquille que l'on pourrait mener. Et alors là, j'ouvre ma page préférée, qui me fait hurler de rire. Vous allez peut-être être inquiet de ce qui me fait rigoler. Voilà. C'est Houellebecq qui parle. Houellebecq qui parle. Bon. C'est Houellebecq qui parle, c'est-à-dire c'est le personnage de Houellebecq que Jeanne Martin va visiter dans sa maison. Pourquoi le libéralisme ne nous permet pas de bien vivre? Parce que nous avons affaire à des dictates irresponsables et fascistes des responsables de lignes de produits. Vous allez voir. Dans ma vie de consommateur, dit-il, c'est Houellebecq, hein, j'aurais connu 3 produits parfaits. Les chaussures par à bout de marche, le combiné ordinateur portable, imprimante, Canon, Libris, la parka, Camel, Légende. Ces produits, je les ai aimés, passionnément. J'aurais aimé passer ma vie en leur présence, rachetant régulièrement, à mesure de l'usure naturelle, des produits identiques. Une relation parfaite et fidèle s'était établie, faisant de moi un consommateur heureux. Je n'étais pas absolument heureux, à tout point de vue, dans la vie, mais au moins j'avais cela. Je pouvais, à intervalles réguliers, racheter une paire de mes chaussures préférées. C'est peu, mais c'est beaucoup. Surtout quand on a une vie intime assez pauvre. Eh bien, cette joie simple ne m'a pas été laissée. Mes produits favoris, au bout de quelques années, ont disparu des rayonnages. Leur fabrication a purement été simplement stoppée. Et dans le cas de ma pauvre parka Camel Légende, sans doute la plus belle parka jamais fabriquée, elle n'aura vécu qu'une seule saison. Il se mit à pleurer, lentement, à grosses gouttes, et se resservit un verre de vin. C'est brutal, vous savez, c'est terriblement brutal. Alors que les espèces animales les plus insignifiantes mettent des milliers, parfois des millions d'années à disparaître, les produits manufacturés sont rayés de la surface du globe en quelques jours. Il ne leur est jamais accordé de seconde chance. Ils ne peuvent que subir, impuissants, le diktat irresponsable et fasciste des responsables des lignes de produits, qui savent naturellement mieux que tout autre ce que veut le consommateur, qui prétendent capter une attente de nouveau-né chez le consommateur, qui ne font en réalité que transformer sa vie en une quête épuisante et désespérante, une errance sans fin entre des linéaires éternellement modifiés. Et voilà la vie de cette particule élémentaire. Elle pourrait être, ma foi, pas si mal. On pourrait se contenter des objets de consommation, des marchandises, mais même pas. Nous avons affaire à des dictats irresponsables et fascistes des responsables des lignes de produits. Bien, bon, alors voilà, il n'y a pas tellement de solutions. La solution religieuse n'est jamais prise au sérieux. Vous savez que soumission, c'est dans ce texte que le personnage va le plus loin près de l'expérience religieuse, c'est-à-dire que il ne faut pas dire qu'il est au bord de la conversion, mais enfin, bon, quelque chose se passe. Quelque chose se passe pour finalement échouer. Que décrit Soumission? La conversion de la France
en une petite semaine, mais préparé peut-être depuis assez longtemps, à un islam hédoniste et tolérant. Et au fond, tout est réglé. Tout est réglé par cette conversion-là, puisque la délinquance disparaît, la guerre entre les sexes s'apaise, les individus retrouvent une sorte de possibilité de sacrifice, de don de soi. Et donc la conversion à l'islam que décrit Soumission à la fin permet de refaire de la France un Israël. Vous savez qu'à un moment, le personnage dit « Il n'y a pas d'Israël pour moi ». Contrairement à Myriam, qui, elle, peut faire son alia, retourner dans cette communauté, dans ce corps qui est la communauté d'Israël. Mais François dit, il n'y a pas d'Israël. Alors, Soumission décrit, mais de manière très ironique, cette opération par laquelle la France redeviendrait une terre communautaire et chaleureuse par le moyen d'une religion que chacun embrasserait. Sauf que, évidemment, le personnage n'embrasse la religion que pour des raisons d'intérêt particulier ou d'intérêt sociologique. Et personne ne se convertit jamais par intérêt sociologique. Ce qu'il y a d'assez glaçant dans la conversion de la France à l'islam, et c'est tout à fait un thème welbeckien, c'est la disparition des femmes très, très rapidement. Alors on a raison de dire que Soumission est davantage un livre sur la religion que sur l'islam, mais enfin quand même, ce qui est très impressionnant, c'est la désubjectivisation des femmes, c'est-à-dire elles sont immédiatement reléguées au statut d'objet sans que cela fasse problème. Or, c'est au fond une des manières de faire disparaître la séduction et la sexualité. Et c'est une des manières, disons que le personnage de Houellebecq est enfin, nous occidentaux fatigués, nous sommes enfin dispensés de la séduction et de la sexualité grâce à l'islam. L'autre manière dans l'œuvre de se dispenser de la sexualité, c'était dans les particules élémentaires, quand il est question de cette nouvelle race d'hommes qui ne se reproduit plus à proprement parler, mais se duplique. Possibilité, ce que Houellebecq explore dans la possibilité d'une vie. Voilà, c'est très intéressant puisque pour Comte, au contraire, les femmes étaient absolument centrales dans sa religion de l'humanité. Elles étaient au fond le cœur de la machine parce que ce sont elles qui ont l'écoute du prêtre et donc le pouvoir spirituel se diffuse dans le corps social par la médiation des femmes. Qui, au fond, interdisent à l'homme d'exercer son activité trop brutalement. Dans Soumission, elles ont été totalement reléguées à la maison. Sur ces considérations un peu inquiétantes, mais c'est sans doute pas le dernier mot de Houellebecq. Espérons qu'il garde la possibilité de quelques moments de rémission pour produire et poursuivre son œuvre. J'espère, mais je pense que voilà, cette conversion étrange de la France à l'islam n'est pas le dernier mot de Michel Houellebecq. Voilà. Je vous remercie de votre attention.